Merci Julie. Ben, je vous invite à nous rejoindre ici. Alexandra, on enchaîne tout de suite sur la French Tech Grand Paris. Et justement, un mot sur l'effet collaboration. C'est la collaboration grand groupe. On vient de parler par exemple Thales, Alice et Bob. Mais peut-être aussi, il faut aller plus loin parce qu'en France, on a des grands groupes, mais on a aussi des PME, on a des ETI. Et donc le but, c'est aussi d'aller vers ces entreprises. Alors, je vous explique juste très rapidement. La French Tech Grand Paris, c'est une association indépendante. On est 17 capitales French Tech en France. Vous avez French Tech Bordeaux, French Tech Lille, French Tech Lyon, etc. Et on opère sur nos territoires une partie des programmes de la mission French Tech. Et on a nos propres initiatives en parallèle. Et effectivement, dans le cadre de Je choisis la French Tech, on met en place pas mal d'événements. L'objectif, donc nous, notre positionnement pur de la French Tech Grand Paris, c'est accélérateur BizDev. Donc c'est dans notre ADN, c'est dans notre guideline de base. Et donc, on met en place beaucoup d'événements, beaucoup d'initiatives au global pour venir répondre à ce besoin de nombre de mise en collaboration start-up, grands groupes, ETI. Alors, nous, 2025, gros focus ETI. Les grands groupes, on y va, on essaye, mais très compliqué quand même. Et moi, je suis sur le sujet depuis 2015. J'ai passé 7 ans en fond chez Serena avant et c'était un de mes jobs. Je vois pas trop on a encore du mal à faire évoluer le sujet. Et le rapport du médiateur le dit très bien, c'est que 2,4% des achats privés fléchés vers les startups et 1% des achats publics fléchés par les startups, donc vers les startups. Donc on a un boulevard devant nous et il faut qu'on arrive à lever ces freins et ces barrières. Alors que les ETI, c'est 80% du PIB. Il y a des ETI qui font quand même jusqu'à 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Il y a un gros boost à mettre là-dessus. Nous, la semaine prochaine, on fait un événement RH et IA. On a plus de 220 inscrits, essentiellement des DRH. Et entre les tables rondes, on met des rétex, justement, de collab RH-IA avec grands groupes start-up. Et on a toutes ces initiatives. En revanche, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est qu'on va voir les groupes, on leur demande quels sont leurs besoins et ensuite, on va leur sourcer les startups. Ça marche beaucoup mieux dans ce sens-là que dans le sens inverse. Parce que si le grand groupe n'a pas un besoin à l'instant T, ou l'ETI même, la réalité, c'est que ça fait perdre du temps à tout le monde et ça n'enclenche pas derrière et ça ne signe pas derrière. Est-ce qu'aujourd'hui, comme on parle beaucoup d'intelligence artificielle, ce qu'on va dire que souvent l'initiative, elle doit être enclenchée par le niveau COMEX, au niveau DG. Aujourd'hui, intelligence artificielle, on sent que les COMEX et les DG sont tous beaucoup plus impliqués qu'ils n'ont pu l'être sur des sujets, le cloud, la data, etc. Là, vraiment, ils veulent impulser quelque chose. Est-ce que ça aide un peu plus aujourd'hui, au moins sur cette partie-là? Ouais, c'est un très bon rebond. Alors, nous, dans le cadre du AI Summit, on est en train de faire un livrable qu'on fait avec Wavestone, le Francia et Viva Technologies, sur comment les grands groupes s'approprient, implémentent l'IA, comment ils acculturent leurs salariés et quels sont les métiers prioritaires. On a interrogé 35 groupes français et internationaux. Et en fait, c'est vraiment les chiefs data qui sont passés de chiefs IA et data qui insufflent beaucoup les choses. Mais tu as raison, sur notre événement de Restit, on invite les PDG et les DG parce qu'effectivement, dans leur stratégie 2025-2030, l'IA devient complètement prioritaire. Et d'ailleurs, ils ont tous Copilot, ils ont tous Microsoft, c'est une catastrophe. Alors là-dessus, Mistral, ils ont un peu plus de mal, mais parce qu'il y a les suites Office en fait d'installer dans les grands groupes. Ouais. Donc c'est de fait Copilot. Et oui, c'est insufflé, mais nous on essaye vraiment de pousser les startups IA là typiquement. Alors ce qui est génial, c'est qu'en faisant ce livrable, maintenant j'ai tous les contacts Chief Data IA pour aider nos startups à rentrer sur ces grands groupes, mais compliqué parce que les sujets de souveraineté, et puis les sujets de financement de l'innovation en France. Aussi, on n'a pas les montants de levée de fonds qu'on a aux US pour aider nos boîtes à se développer et à les concurrencer les acteurs internationaux. Et puis tout à l'heure, je crois que c'est Anouchka qui le soulignait, c'est de ne pas rester au niveau du POC, quoi, parce que souvent on a ça, on fait les premiers tests et puis le passage à l'échelle, ça se fait pas. Ça c'est le nerf de la guerre. Je pense qu'il y a beaucoup de choses là-dessus et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Et c'est pour ça que DAPI, lancé par BPI, est très bien, qui forme la direction des achats aussi. C'est qu'on a, en fait, on parle beaucoup aux directeurs INO, souvent. Mais la réalité, c'est qu'en fait, il faut parler aux BU. Et les BU, les personnes dans les BU ne sont pas incentivées aux résultats à la fin de l'année. Donc, ils ont du mal à prendre des projets, à les porter jusqu'au bout. Et donc, en fait, il va falloir qu'on aille lever un peu tous ces freins et ces barrières pour passer du POC au contrat cadre. Mais la réalité, effectivement, c'est qu'on n'y arrive pas. Et puis, la deuxième chose, c'est que souvent, les budgets sont votés à l'année. Si vous arrivez avec votre start-up en cours d'année, il va falloir attendre le budget 2026
pour pouvoir porter un projet au bout avec un grand groupe. Sauf qu'une start-up, c'est court-termiste. Aujourd'hui, vous le savez, les levées de fonds sont un peu plus compliquées. Elle ne peut pas attendre 1 an et demi de plus pour signer un grand compte, en fait. Et les délais de signature sont très longs. Et en fait, il faut qu'on arrive à travailler là-dessus pour les raccourcir. Et donc, il faut mettre là-dedans les achats, le juridique, l'INO, et ou les BU directement, et ou les métiers d'ailleurs. En fait, il faut mettre tous les métiers autour de ça et former. La formation, elle est hyper importante. Julie, on est aujourd'hui, il y a un micro qui est là, on est sur une journée souveraineté. Est-ce que justement aujourd'hui, dans le climat actuel, c'est vrai qu'on voit, prenons tout simplement les États-Unis, on sent quand même qu'il y a le Make America Great Again. Est-ce que là, il y a une petite musique qui est en train de monter, de se dire, bon oui, bien sûr, il y a les solutions des hyperscalers, il y a les solutions dont on a parlé ce matin, les OpenAI, les Gemini et tout ça. Mais est-ce qu'on sent quand même une envie des entreprises de se dire, tiens, ce serait quand même pas mal qu'on commence un peu plus à regarder, à respirer souveraineté et à regarder un peu plus des solutions, si ce n'est françaises, au moins européennes? Oui, en fait, je pense qu'effectivement, dans tout problème, il y a des aspects positifs et on a un climat qui est incertain, mais c'est l'opportunité, du coup, effectivement, pour les Français de faire ce switch de culture et de regarder plus ce qui se passe en France. Je pense que la dynamique, elle n'est pas d'aujourd'hui. Honnêtement, nous, on a lancé le programme il y a 1 an et demi. Il y avait déjà cette vraie volonté des acteurs, y compris des grands comptes, même si c'est plus long dans la mise en place. Je te rejoins, Alexandra, mais malgré tout, il y a cette vraie volonté. Nous, on a quand même 8 acteurs grands comptes qui se sont engagés à dépenser 685 millions d'euros dans des startups d'ici 2027. C'est un engagement qui a été pris l'année dernière. Donc il y a une vraie volonté qui ne date pas d'aujourd'hui de regarder ce qui se passe en France. Après, c'est entre la volonté et la mise en pratique, on le sait, ce sont des changements qui sont quand même complexes à opérer, donc qui nécessitent du temps. C'est un changement qui est aussi culturel, j'insiste là-dessus, c'est aussi pour ça que ça prend du temps et qu'il ne s'agit pas juste de lever des verrous structurels, même s'il y en a et qu'on essaye vraiment de les lever. Donc pour moi, oui, aujourd'hui, c'est plutôt une opportunité d'accélérer cette transformation. Mais c'est une transformation avec une envie qui est profonde et qui est déjà là depuis un certain temps. Alexandra, le secteur public, il doit être plus moteur aussi pour se tourner vers ces solutions, pour justement, ça apporte un peu davantage de crédibilité à des plus petites entreprises. Mais il doit l'être autant que les ETI, les PME françaises, enfin tous les acteurs français. Je pense qu'il faut que ce soit, Julie disait collectif, il faut que ce soit vraiment collectif ce sujet. Après, moi, à mon board, j'ai LVMH et Carrefour. Les deux groupes, alors là, je ne suis pas sur le public, mais ces deux groupes-là me disent, mais Alexandra, nous, on est des groupes internationaux. On fait 70% de notre chiffre d'affaires international. Ne nous demandez pas de passer par des startups françaises. Et en fait, c'est marrant parce que je ne l'avais pas à ce point-là du tout, jusqu'à ce qu'il m'en parle à mon dernier board. Et je me suis dit, ouais, en fait, ça peut être un frein et qui est important et qu'il faut que les startups aient en tête. En revanche, moi, j'ai une conviction. Les PME et les ETI ne sont pas assez attaquées et adressées par les startups. Et elles font 80% du PIB français. Et donc, je pense que... alors, il faut aller vers les grands groupes parce qu'il y a les moyens, mais si on arrive à lever les freins, à faire sauter les verrous qu'il y a encore au travers des formations, etc. Mais il y a aussi ces acteurs-là à aller voir. Et sur la commande publique, ce qui est intéressant, moi, je travaille beaucoup avec la métropole du Grand Paris, les 131 communes du Grand Paris. Et en fait, on a un programme sur les villes de demain, Smart Cities. Et on est en train de faire une formation dans les deux sens. On forme les collectivités à la collab start-up et on les forme à l'IA, etc. Et on forme les start-up à la commande publique et à la collab avec les collectivités. Et comprendre les freins dans les collectivités aussi. Parce qu'entre une collectivité qui a 50 000 habitants et celle qui en a 10 000, il n'y a pas les mêmes moyens, il n'y a pas les mêmes ressources en face, la même bande passante, etc. Donc, en fait, il faut qu'on ait culture. On fait aussi un événement, la commande publique, avec l'UGAP, avec la DAE, on met des ministères dedans, etc. Comme on l'avait fait il y a 1 an et demi avec Numéum. En fait, on a ce rôle-là. On a le rôle de mise en relation, le rôle de formation et d'accompagnement, et de comprendre quels sont les freins et les barrières pour essayer de les lever tous ensemble, en fait. Et Julie, sur cette partie internationalisation, c'est vrai qu'on voit, on voit Business France, je parlais du CES tout à l'heure, qui a accompagné, je sais, une centaine de startups là aux États-Unis, mais c'est peut-être un moyen aussi de... est-ce que dans la mission French Tech, il y a des choses pour accompagner ces entreprises vers l'internationalisation, pour justement pouvoir répondre de façon plus globale à des appels d'offres d'entreprises qui ont des pieds un peu partout? Oui, c'est un excellent point, effectivement. C'est une des missions, je disais en préambule quand je présentais la mission French Tech, mais on accompagne les startups de la création à l'accélération
à les faire briller à l'international. On a la chance d'avoir 66 associations à l'international, donc présentes dans 52 pays, qui ouvrent la voie à nos startups. Donc quand elles ont besoin d'aller vers l'international, elles sont là pour ça. On est un vrai accélérateur. Et notamment, au travers du programme Je choisis la French Tech, où on est en train de déployer un pilote sur certains pays, où on veut aussi accompagner les startups donc, qui ont des présences à l'international à rencontrer des grands comptes à l'international. Et puis évidemment, il y a cet enjeu dont parlait Alexandra, mais nos startups, elles ont beau être françaises, elles sont aussi présentes dans d'autres pays, donc elles peuvent aussi avoir une offre internationale à proposer à des grands groupes. Donc c'est quelque chose sur lequel effectivement on essaye d'être en appui et en soutien. Eh bien merci à tous les deux. Voilà, on peut vous applaudir. Merci d'être venus nous parler de ces initiatives.